La maison de Mohamed Ben Yahya ne tient plus qu'à un fil, ou plutôt à cet équerre bricolé par un de ses amis. En cause, ces fissures sur la façade, chaque semaine plus béantes. Alors là, c'est spectaculaire. On est à combien là? Ouais, 18 cm. Son pavillon, construit il y a 20 ans près du Mans, devait être celui du bonheur. Depuis 2018 et l'apparition des premières fissures, il n'est que source d'angoisse. À chaque fois qu'il y a des épisodes de sécheresse ou de fortes précipitations, eh bien, les murs travaillent, le sol travaille, tout travaille, et résultat des coups, ça se dégrade davantage. Ça me crève le cœur. Même désolation à l'intérieur. En plus des 3 étais qui défigurent le salon depuis des années. Et les plaintes se décollent, et des fissures comme ça sur le carrelage. Il y en a partout. Il y a la porte du garage. Elle ne ferme pas. Quant à la fenêtre, elle est condamnée et les fissures autour sont colmatées avec du scotch et de l'essuie-tout. J'ai pratiqué comme ça pour que ça ne fasse pas passoire thermique. La cause de tous ces problèmes, les épisodes de chaleur et de fortes pluies qui fragilisent les fondations de sa maison. En l'absence de reconnaissance de sa commune, en état de catastrophe naturelle, son assurance refuse toute prise en charge. On est livrés à nous-mêmes, il n'y a personne qui vient nous assister, personne ne vient nous aider. Nous sommes les premières victimes du changement climatique sur l'habitat et on est complètement ignorés et puis méprisés. Face au sentiment d'abandon, Mohamed Ben Yahya a créé une association pour alerter sur l'ampleur du phénomène. À terme, il pourrait toucher 12 millions de maisons en France, soit 1 sur 2. Car selon le ministère de la Transition écologique, 48% du territoire était touché en 2020, c'est 55% aujourd'hui. Unique responsable, les sols argileux. Et ces craquelures caractéristiques, Jocelyn Banneville les connaît bien. On voit bien que on est entre la fissure et plutôt la lézarde. Comme la lézarde. Français, extrêmement... Ce géotechnicien est venu expertiser le terrain de cette retraitée dont la maison présente de nombreuses fissures. Alors, cette argile, elle est très plastique, très collante. Ce phénomène géologique, on l'appelle le retrait-gonflement des argiles. Un peu comme une éponge, lorsqu'il pleut, le sol gonfle et lorsqu'il fait chaud, il se contracte. Un mouvement qui provoque les fissures sur les murs, notamment lorsque les fondations ne sont pas profondes. Surtout dans les lotissements où les maisons sont construites sur des anciens champs. Puis tout d'un coup, on imperméabilise les sols, on va créer des routes, on va créer une maison, des toitures, des allées. Et donc, cette eau qui tombe ne va pas dans le sol. Il y a de quoi être inquiet. Oui, il y a de quoi être inquiet, oui. D'autant plus que la remise en état d'une maison fissurée peut coûter très cher. La technique la plus répandue, celle de la résine. Injectée dans ces tubes, elle va solidifier les fondations mises à mal par les fortes chaleurs. Montant des travaux, 70 000 €. La commune étant reconnue en état de catastrophe naturelle, tout est pris en charge par l'assurance de ce propriétaire. 70 000 €? Oui. C'est une certaine somme, oui. Ah bah oui, oui, c'est beaucoup d'argent. J'aurais pas pu, je serais resté avec une maison délabrée. Et il y a encore plus cher, les micropieux. Dans cette maison en chantier pour plusieurs mois, les ouvriers vont en installer 53. Des tubes remplis de ciment qui descendront à plus de 12 mètres de profondeur. 170 000 € pris en charge par l'assurance. À ce prix-là, la solidité est garantie à vie. C'est quelque chose qui marche sur plusieurs dizaines ou centaines d'années. La maison, elle ne bougera plus, elle est posée sur les micropieux. Donc le phénomène de retrait ou gonflement des argiles n'aura plus d'incidence sur la structure de la maison. D'ici 2050, pour les assurances, le coût des maisons fissurées pourrait atteindre 43 milliards d'euros. Face au risque, dès juillet prochain, les règles de construction seront plus strictes, notamment pour les fondations. Et Alexandra Renard est avec nous en plateau. Bonjour Alexandra, merci d'être là. Dans ce reportage qu'on a visionné à l'instant, vous et moi, on voit un peu plus encore les conséquences du dérèglement climatique en France s'installer dans notre quotidien. Oui, c'est ça. Jusque dans nos maisons, désormais, c'est une maison individuelle sur 2 qui est concernée en France, qui est à risque. Ça représente quand même 20 millions de Français. C'est un phénomène comme ça qui paraît un peu sourd, mais qui connaît une franche hausse depuis les années 2000. Et il s'étend sur l'ensemble du territoire français en progressant doucement mais nettement vers l'Est. Et malheureusement, toutes les modélisations existantes aujourd'hui confirment cette tendance, alors de manière plus ou moins rapide, en fonction de la projection climatique qu'on va prendre ensemble.
Ouais, et si ce phénomène se généralise, est-ce qu'il faut pour autant comprendre que toutes les constructions vont être touchées en France? Les sols argileux en France, ça représente 60% du territoire français, donc beaucoup de personnes sont concernées. Et donc il y a certaines régions qui jusqu'ici étaient épargnées, qui ne le sont plus. Pour comprendre cette généralisation, on peut regarder les chiffres, notamment sur le nombre de sinistres qui sont déclarés par les victimes. Entre 2006 et 2022, donc en l'espace de 16 ans, on a vu une hausse gigantesque de plus 145% de sinistres qui sont déclarés. Aujourd'hui, c'est devenu la deuxième cause d'indemnisation en termes de catastrophes naturelles, juste après les inondations. Mais en vrai, ce chiffre est largement sous-estimé, puisque comme on l'a vu dans le sujet, il faut être déclaré en catastrophe naturelle pour pouvoir être enregistré dans ces chiffres. Et la majorité des maisons fissurées en France ne sont pas déclarées en zone de catastrophe naturelle. Et qui sont les cas les plus vulnérables, on le sait? Alors, ce sont les maisons qui sont construites dans les années 1970. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on faisait très très peu d'études du sol. On n'anticipait pas sur ce qui pouvait se passer sur les mouvements dans le sol. Et donc, résultat, on a créé des maisons avec des fondations qui sont peu profondes. Et puis, on a utilisé des structures qui ne sont pas du tout adaptées pour ce type de mouvement, qui est l'effet éponge avec cette terre d'argile qui se contracte et puis qui se gonfle et qui fait fissurer ces maisons. Et puis, toutes les normes à l'époque n'étaient pas aussi strictes qu'aujourd'hui. Oui. On a senti beaucoup de détresse, parfois de la colère aussi à travers ces témoignages. Est-ce qu'on peut parler pour autant de bombes sociales à venir? On peut parler de bombes sociales à venir dans la mesure où il faut s'imaginer quand même toutes ces familles, on a parlé donc de millions de maisons, 12 millions. ont 12 millions et qui ont donc sous les yeux des fissures qui sont arrivées soit soudainement dans leur maison, soit progressivement, en tout cas qui chaque jour s'élargissent un peu plus. On parle de choses très symboliques, des murs porteurs, des structures, l'ensemble de la maison, un toit. C'est le projet d'une vie, parfois une maison en plus. C'est ça, une vie entière où on a travaillé parfois toute sa vie pour pouvoir vivre à l'intérieur. Et puis toute la famille vit à l'intérieur. On est censé dans sa maison en sécurité. Et là, c'est plus le cas. Il y a donc beaucoup d'inquiétudes psychologiquement. On parle souvent du parcours du combattant et on le comprend parce qu'en fait, comme la majorité des gens ne sont pas indemnisés, ils ne savent pas s'ils vont pouvoir revendre cette maison, s'ils vont pouvoir simplement vivre sous ce toit. Et donc, c'est un peu l'épée de Damoclès au quotidien. Et qu'est-ce qui peut être fait? Alors, malheureusement, pas grand-chose. C'est un peu comme à l'image de ce qui se passe avec le dérèglement climatique et l'attitude qu'ont les autorités vis-à-vis de ce dérèglement climatique. C'est-à-dire qu'on avance à tout petits pas sur le phénomène des maisons fissurées. On peut même parler parfois d'aller un peu à reculons. Alors, on l'a vu dans le reportage, il y a certaines solutions qui sont évoquées, comme par exemple justement renforcer les fondations. C'est une possibilité, mais en réalité, le nombre d'entreprises qui font ce type de travaux sont très limités par rapport au nombre de maisons qui sont concernées en France. Et c'est extrêmement coûteux et il faut être indemnisé. Comme on l'a vu dans le reportage. 70 000 € au moins. C'est ça. Et donc en France, ce qui est préconisé par les organismes publics, comme par exemple le BRGM, qui est le service géologique national, ce sont des solutions qui sont plutôt écologiques et plutôt accessibles et qui sont efficaces dans beaucoup de cas. Et ça passe par tout simplement, entre guillemets, stabiliser l'humidité des sols sur les maisons. C'est-à-dire qu'en fait, en cas de forte intempérie, lorsque l'eau arrive en masse, éviter qu'elle pénètre directement dans les sols et qu'elle fasse gonfler donc, ces argiles-là. Donc on va utiliser des drainages doux, couvrir les sols avec des plantes, parce qu'on a tendance à artificialiser tous nos sols avec des grandes terrasses, par exemple. Ce qu'il faut, c'est l'inverse, c'est planter des petits végétaux qui permettent de retenir un petit peu l'eau, c'est ça, et l'eau tombe tout doucement et pénètre tout doucement dans les sols. Récupérer l'eau pluie pour éviter les infiltrations avec des gouttières notamment. Et puis à l'inverse, lorsqu'il s'agit de vivre, de traverser des sécheresses, là, il faut humidifier le contour de sa maison au niveau des fondations, de manière maîtrisée, attention, pas non plus beaucoup d'eau, mais là. Et d'autres idées aussi que souffle ce service géologique national, c'est de déplacer carrément des grands arbres, de les éloigner des maisons, de les déplacer ou de les remplacer, et puis de cerner les maisons par exemple des haies avec des petites racines. Donc l'idée générale, c'est de maintenir une certaine humidité tout au long de l'année, qu'il n'y ait pas de grandes variations de température. Pour l'extérieur. Et on peut aussi agir à l'intérieur de sa maison. Effectivement, toujours avec des matériaux écologiques. Alors cette fois-ci, ça va être vraiment sur des fissures qui ne sont pas énormes. On est d'accord, pas sur des problèmes de structure, mais utiliser des enduits avec de la chaux, par exemple, ou bien des enduits avec des mortiers qui sont faits de de chaux et de terre. J'ai fait la contraction des deux. Voilà, de chair. Vous avez inventé un matériau. Oh, sérieusement. Et donc, ce sont des enduits qui sont souples, qui sont respirants et qui sont écologiques, qui sont plus tolérants. C'est un peu comme au Japon, finalement, aux micro-mouvements, comme s'il y avait des séismes. Il faut essayer de créer un peu de flexibilité à l'intérieur des murs qui sont en béton. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup, beaucoup moins impactant en termes de CO2. Il faut vraiment que ça soit écologique, parce que le fond du problème, c'est pas l'argile, évidemment.
moment, c'est le dérèglement climatique. Et il est poussé par les émanations qu'on produit nous-mêmes des gaz à effet de serre, dont le CO2 justement. Et c'est ça qui provoque qui accentue ce dérèglement climatique et qui en fait rend ce problème complètement massif. Et puis si on veut s'intéresser un petit peu plus près, par exemple, l'évaluation d'un risque sur sa propre maison actuelle ou à venir, il existe une application grand public, gratuite, qui s'appelle Calendar Tech. Et en fait, elle permet à partir de 3 facteurs, la nature des sols, la structure du bâti et le risque climatique actuel ou à venir, d'évaluer le risque de votre maison et de voir si vous devez ou pas aménager par exemple des travaux dans votre maison ou bien aménager votre terrain et créer des fondations beaucoup plus profondes, par exemple, ou utiliser des matériaux comme ce qu'on a déjà fait dans d'autres reportages, mais des maisons en carton, par exemple, qui vivent très bien ce type de mouvement. On peut renvoyer à ce reportage d'ailleurs, justement, sur la page élémentaire. Et à nos réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Alexandra.